Donc, on est dans le panel Crise chez les jeunes. Donc, on a la chance d'avoir Edia Meri Selami de l'Université de Tunis qui vient nous présenter la création des jeux sérieux par les apprenants, atténuer la crise de démotivation des étudiants dans le contexte de l'Université de Tunis. Donc, Edia Meri Selami est titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'une thèse en informatique de la Faculté des sciences de Tunis. Elle a aussi un diplôme d'habilitation universitaire universitaire de l'Institut supérieur de gestion de Tunis, l'ISG. Après la carrière d'ingénieur, elle a intégré la carrière d'enseignante universitaire en informatique à l'ISG, où elle dirige actuellement le département d'informatique. Elle est membre du laboratoire SMART de l'ISG. Ses recherches s'intéressent à l'usage des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage. Elle est l'auteur de plusieurs publications académiques et a eu le premier prix en 2022 de l'innovation et de l'apprentissage du European Training Foundation. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, je commence, c'est ça? Oui. D'accord. Merci pour cette invitation et merci d'avoir accepté mon travail. C'est une opportunité pour présenter cela. Alors, en fait, c'est la création des jeux par les apprenants. L'objectif, c'est d'atténuer la crise de démotivation des étudiants dans le contexte universitaire tunisien. Alors, je commencerai par présenter le concept de Serious Games. Alors, c'est un Serious Games ou un jeu sérieux. C'est un jeu, en fait, dans la littérature, il y a plusieurs définitions. J'en ai choisi deux. C'est un jeu dont le but est autre chose que le divertissement du joueur. Une autre définition aussi, c'est une application informatique dont l'objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux tels que l'enseignement, l'apprentissage, la communication, avec des ressorts ludiques issus essentiellement du jeu vidéo. Alors, les Serious Games, bon, parfois j'utilise Serious Games, parfois j'utilise jeux sérieux, ils sont utilisés dans plusieurs domaines. Hein. Ils sont utilisés dans l'armée. Hein. D'ailleurs, la présentation d'hier, elle parlait un petit peu de World Game, et donc on est un petit peu dans ce contexte. Les jeux sérieux sont aussi utilisés dans la médecine. Hein. Il y a eu aussi quelques présentations dans ce domaine. Les entreprises dans plusieurs aspects, l'enseignement, que ce soit pour les laboratoires, que ce soit aussi dans le cadre d'initiation aux langues, etc. Bref, les jeux sérieux sont utilisés dans différentes disciplines. Alors, ce qui nous intéresse dans ce contexte, c'est jeux sérieux, enseignement et apprentissage. Alors, bon, j'aurais bien aimé que le mode, si vous voulez, diaporama soit opérationnel, mais bon, c'est le cas. Ce n'est pas le cas, on va faire ça. En fait, les jeux sérieux sont très utilisés en enseignement et apprentissage et selon diverses approches. La plus classique, c'est qu'on utilise des jeux qui existent déjà. Il y a plusieurs jeux qui sont soit fabriqués par les entreprises, soit aussi fabriqués ou entre codes fabriqués par les enseignants. Alors, on introduit ces jeux dans l'enseignement, soit pour renforcer certaines compétences, soit pour introduire certains concepts. Bref, l'idée, c'est de chercher des jeux qui coïncident avec nos objectifs pédagogiques. Et ça, c'est l'approche, on va dire, de jeu sérieux qui est la plus utilisée. Il y a une autre approche aussi, c'est le mooding, c'est de prendre un jeu et de le changer un peu pour l'adapter aux objectifs d'enseignement et d'apprentissage pour notre contexte, mais on peut aussi le changer pour d'autres objectifs. Alors, ce mooding ou ce concept de transformer des jeux nécessite quand même quelques compétences en informatique parce que, et pas vraiment n'importe lesquelles, hein, parce qu'il y a plusieurs outils, plusieurs applications, etc. Alors, ce qui nous intéresse dans cette approche, dans ce volet de jeux, d'utilisation de jeux en enseignement et l'apprentissage, c'est la création des jeux par les apprenants. Alors,
on va dire la leader dans ce domaine, c'est Kafa Yasmine, qui a mentionné la littérature, même si en plus de ses écrits, il y a plusieurs recherches qui ont mentionné que la création de jeux par les apprenants a vraiment des effets bénéfiques sur l'apprentissage. C'est en fait dans le processus de création d'un jeu par l'apprenant, il utilise différentes connaissances et compétences, aussi bien en informatique que l'aspect conceptuel, l'aspect design, l'aspect artistique aussi, sans parler ou sans évoquer le concept ou le module pour lequel il va concevoir un jeu. Donc, dans la création de jeux ou grâce à la création de jeux, l'apprentissage se concentre sur, alors là, juste, sur l'appropriation et la transformation des connaissances. Et donc, si vous voulez, il s'agit de création de connaissances au fur et à mesure de l'élaboration d'un jeu. En plus, on mentionne aussi, la littérature mentionne aussi que lors de la création d'un jeu, les connaissances personnelles deviennent publiques et peuvent être partagées par d'autres. Et là, vous avez son double effet, c'est que quand on crée quelque chose pour le public, donc on s'implique encore plus, et en plus, il y a cet aspect de partage selon la configuration, soit que ça nous mène vers un environnement collaboratif ou des projets collaboratifs, ou même vers d'autres types de projets. Bref, on va utiliser ce concept ou cette approche de création de jeux par les apprenants pour s'adapter à notre problème. Alors, je décris notre problème ou nos problèmes. Ils sont, on va les subdiviser suivant deux axes. L'axe côté étudiant et un axe côté enseignant. Alors, nous avons constaté la démotivation des étudiants actuels. Alors, on ne va pas dire tous, mais une majorité. Et ceci se ressent quand on voit qu'il y a un manque de participation en classe. Ils ne sont pas vraiment motivés pour poser des questions, pour participer, etc. On a aussi constaté, et on n'est pas le seul dans ce problème, hein. La littérature mentionne aussi qu'il y a de plus en plus de manque de concentration de cette nouvelle génération. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui veille tard, soit pour regarder des vidéos, soit pour travailler. C'est une autre approche, si vous voulez. Et puis, l'utilisation des smartphones a aussi son impact sur le mode d'apprentissage et sur aussi la façon de travailler de ces apprenants. En plus de cela, nous avons constaté des absentéismes. L'absentéisme, il varie en fonction de la population. Par exemple, au niveau des étudiants de master, surtout les masters, ce qu'on appelle les masters professionnels, ils sont limités ou contraints par les contraintes professionnelles. Donc, on constate beaucoup d'absences. Aussi, même ceux qui sont les étudiants qui sont permanents dans l'institution, alors ils sont plus ou moins tranquilles parce qu'ils pensent que avoir le support du cours est largement suffisant pour, si vous voulez, réussir le module ou maîtriser le contenu. Et donc, on se trouve face à un nombre réduit d'étudiants qui sont à jour, parce que très souvent, les étudiants ne commencent à réviser que entre codes, j'exagère, je dis la veille de l'examen ou du test, mais ce qui compte, ce n'est pas vraiment les compétences ou le contenu ou la maîtrise du contenu, c'est beaucoup plus avoir une note, d'accord. Et il faut dire que au niveau des formations précédentes, je veux dire essentiellement au niveau du primaire et du secondaire, il y a eu une certaine déformation de l'approche de travail de ces étudiants qui a fait que si vous voulez, ni l'initiative de poser des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, ou faire fonctionner, ou si vous voulez, c'est une population, c'est une génération qui est plus ou moins, qui se contente de ce qu'on lui donne. Alors, d'un autre côté, il y a des problèmes pour les enseignants.
Alors, quand on évalue suivant l'approche classique, c'est-à-dire classique test sur papier, on sent des frustrations. Pourquoi? Parce que on voit que plusieurs étudiants font ce qu'on appelle un petit peu du copier-coller. Donc, ils apprennent le contenu du cours et ils reprennent dans les réponses des phrases du support de cours, sans pour autant maîtriser le contenu du cours. Donc, vraiment, on va dire, c'est beaucoup d'étudiants font partie des partisans du moindre effort. Aussi, quand il s'agit de planifier des tests sur table ou des tests écrits et classiques, il y a des difficultés administratives parce que soit que on va, si vous voulez, planifier ça lors de nos séances de cours, ce qui réduit nos enseignements, ou prévoir une séance supplémentaire pour grouper les étudiants et leur donner un même test, ce qui est très souvent difficile à un autre niveau et même à plusieurs niveaux, même dans d'autres institutions. Notre institution, c'est une petite institution et donc on a des problèmes avec les salles, surtout les salles grandes qui peuvent contenir 2 ou 3 groupes. Nous avons aussi comme objectif d'innover pour s'adapter au profil de ces apprenants et tout en ayant l'objectif de sensibiliser nos étudiants à l'usage des serious games. Alors, le contexte dans lequel on va parler dans lequel on va présenter ces expériences, c'est on a des profils différents d'apprenants. Et donc, automatiquement, on a des modules qui sont utilisés enseigner à différents niveaux. Ces modules sont essentiellement enseignés en présentiel. Alors, on a des modules qui sont enseignés au niveau de la licence. Dans l'enseignement tunisien, il est, si vous voulez, il suit les recommandations, européenne, on va dire. Donc, on a le format de licence, 3 ans après le baccalauréat, après les études secondaires. Et puis, on a un master en 2 ans. Et puis, on a la thèse. Donc, la licence, alors, les modules qui sont concernés par notre expérience, ou nos expériences, c'est les étudiants en informatique dans la licence Business Computing, essentiellement dans le cours Introduction au Big Data et Cloud. On a aussi des étudiants en Master 1. Le master, c'est Data Science for Business et le module, c'est Introduction to Data Science. Il s'agit d'une 30aine d'étudiants avec lesquels on a fait ces expériences. On a aussi un autre profil d'étudiants. Ce sont des étudiants inscrits dans le master QSE, qualité, sécurité, environnement. Ce sont essentiellement des non-informaticiens, des gestionnaires, aussi certains ingénieurs. Alors, le module qu'on assure, c'est TIC et logiciel métier, puisque ça parle, si vous voulez, des TIC dans l'entreprise. Et puis, on a aussi 2 autres modules. Le contenu est presque le même, on introduit Business Games. Au niveau du Master 2, un Master 2 que l'on assure au niveau de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Le Master, c'est Innovation Management. Et puis, un autre Master au niveau de notre institution, l'ISG, c'est le Master Enterprise System Engineering. Et là aussi, on introduit le cours Business Game. Alors, dans tous ces cours, on fournit le cours, le support du cours au fur et à mesure de l'avancement. Alors, dans ce contexte, donc les problèmes qu'on a avec dans nos enseignements et avec l'évaluation des étudiants, on a proposé à ces différentes populations à travers plusieurs années, ce sont des expériences qui ont commencé depuis déjà 3 ans. On a proposé d'évaluer les étudiants via les jeux qu'ils vont créer. Donc, dans chaque expérience, dès le début du semestre, on annonce, entre cote la couleur, on annonce aux étudiants qu'ils seront évalués sur les jeux qu'ils vont créer. Alors, les jeux, suivant l'expérience, on a eu plusieurs alternatives. Parfois, on a demandé aux étudiants de créer des board games, des jeux de plateau. Parfois, on a aussi demandé aux étudiants de créer uniquement des jeux numériques, des jeux classiques. Et dans ce cas où on utilise des jeux numériques, on a imposé
dans la majorité des expériences, je vais spécifier après, d'utiliser Scratch. En fait, au début, on a donné, comme c'était le début, c'était avec des informaticiens, donc on leur a laissé le choix de prendre n'importe quel environnement. Et puis on s'est dit non, il faut qu'ils soient tous évalués sur le même pied d'égalité. Et donc on a imposé Scratch à tout le monde. Scratch, c'est un environnement, comme le dit son slogan, qui peut être utilisé de 7 à 77 ans. C'est pour cela qu'on l'a utilisé. Scratch, c'est un environnement qui ne requiert pas beaucoup d'initiation. Il est facile et donc il peut être utilisé même par des non-informaticiens. Et donc, dans chacune des expériences ou des niveaux mentionnés tout à l'heure, on a élaboré des jeux. Enfin, on a demandé aux étudiants d'élaborer des jeux. Alors, on va commencer par le premier. Alors, les jeux à créer, donc, c'était au niveau de la licence. C'est la licence Business Computing. Donc, ce sont des étudiants informaticiens, d'accord? Et on leur a demandé de résumer, donc leur évaluation relativement au chapitre qu'on enseigne en présentiel, hein, je spécifie, introduction au data mining et introduction au big data, on leur a demandé de représenter cela sous forme de jeu. Et dans cette expérience, c'est essentiellement des board games, des jeux de table. Et donc, vous voyez que vous avez ici des exemples de jeux réalisés par les étudiants. Alors là, c'est vraiment un jeu où ils ont mentionné, où tout se fait à partir d'un tirage de dés, d'accord, et si vous voulez, la progression se fait au fur et à mesure de l'avancement dans cette carte. Ce jeu, par exemple, Coco Crazy, c'est en fait une sorte de modding, mais de modding des jeux de table. En fait, c'est un jeu dans lequel c'est une des étudiantes qui utilisait ce jeu quand elle était jeune, quand elle était enfant. Elle l'a transformé pour le rendre Big Data Edition, donc Coco Crazy Big Data Edition. Un autre jeu, là, c'est un jeu de cartes vraiment spécifié, si vous voulez, conçu et réalisé par les étudiants, dans lequel il y a, suivant le dé tiré, il y a un numéro de carte à associé, dans lequel il y a des questions liées à ces deux chapitres. Donc là, c'était l'année dernière avec, on va dire, une cinquantaine d'étudiants. D'accord, ils ont proposé une multitude de jeux. Là, j'en ai présenté quelques-unes. L'autre expérience, c'est une expérience avec des étudiants, encore une fois en informatique, mais c'est en Master Data Science for Business. Et pour le cours que l'on réalise, c'est le cours Introduction to Data Science. Et donc, on leur a demandé, ils étaient libres, soit de créer des board games ou de créer des jeux numériques. Et là aussi, on leur a laissé le champ libre en ce qui concerne le langage de programmation à utiliser. Il y a eu certains résultats. Alors, vous avez ici un exemple, encore une fois, de transformation d'un jeu réel. Vous voyez bien que c'est le jeu Monopoly, d'accord, que les étudiants ont transformé. Ils ont presque gardé les mêmes règles, mais à chaque fois, il y a une carte qui vous indique, qui vous pose une question relativement justement au contenu du cours. Et vous avez ici Data Science Copoly. Copoly inspiré essentiellement de Monopoly. Il y a aussi certains étudiants ont créé ce qu'on appelle l'empendu, d'accord, où l'apprenant avait une succession, devait chercher, on va dire, une succession de concepts qui étaient introduits dans le cours. Dans cet autre exemple, c'est des mots croisés. Et donc, on proposait la définition à l'apprenant et c'est lui qui devait déterminer le concept. Ces réalisations ont été faites par des informaticiens. Nous avons aussi une autre expérience, et là, c'est avec des non-informaticiens,
C'est avec deux masters, un master innovation au niveau de l'école d'ingénieurs de Tunis. Et donc, la majorité des inscrits dans ce master sont des ingénieurs. Et on l'a fait aussi dans un autre master au niveau de l'ISG, c'est Master Enterprise System Engineer, où la majorité sont des gestionnaires au niveau du Master 2. Et donc, on leur a justement demandé de créer des jeux, mais là, pour innover, en fait, on leur a demandé de créer des jeux, de se mettre dans la peau d'un employé dans une entreprise où l'objectif était de sensibiliser ses collègues aux objectifs de développement durable via les jeux qu'ils ont construits en se basant sur Scratch. Alors, dans ces deux formations, en fait, la première formation qui était associée ou destinée essentiellement aux ingénieurs, comme ils sont de profils différents, on a fait, on va dire globalement, trois séances d'initiation à Scratch. D'accord. Alors ici, l'enseignement s'est fait, c'est quelques séances en présentiel et quelques séances en ligne. Et donc, on a fait quelques séances d'initiation à Scratch, mais pour le reste, ils se sont débrouillés tout seuls. Donc, vous voyez ici des exemples de jeux réalisés par les étudiants pour initier, en supposant qu'ils sont dans une entreprise et qu'ils désirent initier leurs collègues aux objectifs, au concept des objectifs de développement durable. Vous avez ici vraiment un Scratch élémentaire, d'accord? Et donc là, vous voyez le niveau des étudiants, il varie. Et vous avez ici des réalisations, d'accord? Alors ici, enfin, j'ai pris juste quelques copies d'écran. Hein. Ici, let's find the waste and save the day eco-hero modding. Ici, par exemple, ça c'est un autre jeu, c'est we can't afford to make mistakes, especially when we are trying to reach the SDG, l'abréviation, le terme anglais de ODD. Et puis, vous avez ici un jeu aussi relatif aux ODD, mais avec un certain nombre de niveaux. Alors, je dois mentionner que ces expériences ont été réalisées au premier semestre de cette année académique, mais avec justement la population des ingénieurs, l'année dernière, j'ai réalisé une autre expérience. Bon, je ne l'évoque pas ici, mais je voudrais juste la mentionner. Et donc, chaque année, il y a des variations. L'année dernière, par exemple, je fais toujours une séance d'initiation, quelques séances d'initiation à Scratch, mais l'année dernière, j'ai laissé les champs libres. Je leur ai demandé, comme leur majorité travaille dans des entreprises, je leur ai demandé de se positionner dans leur entreprise et voir un problème dans leur entreprise qu'ils vont transformer sous forme de jeu. Et là, j'ai eu vraiment plusieurs surprises ou plusieurs perles réalisées par les étudiants. Alors, à la suite de ces différentes si vous voulez, expériences menées avec des profils différents, avec des nombres d'étudiants différents, etc. Donc, à chaque expérience, je demande aux apprenants de remplir un formulaire, d'accord, essentiellement via Google Forms, pour avoir leur avis, leur feedback sur l'expérience. Et bien sûr, pour vérifier aussi, est-ce que, en créant un jeu, les apprenants ont été amenés à vraiment maîtriser le contenu du cours et non à l'apprendre, et aussi voir un petit peu l'impact. Donc, vous voyez ici les réponses des apprenants. On a ici deux profils, le master innovation, essentiellement où la majorité de ces étudiants sont des ingénieurs. D'accord, vous voyez ici le master innovation, donc le bleu. Donc 80% des inscrits sont des ingénieurs, les autres sont des gestionnaires. Et puis le master data science. Et donc ici, je peux citer juste quelques questions, quelques réponses. Créer un jeu oblige de réviser le cours à plusieurs reprises. Ben ça fait, ils sont tous d'accord pour que
pour voir cet impact positif. La création de jeux est aussi motivante dès le début de semestre, puisqu'on a annoncé la couleur dès le début. Ils sont aussi pour étendre cette expérience à d'autres modules. On évoquera toujours après la nature des modules, même si globalement, les étudiants ont vraiment approuvé ces expériences, même si ils ont aussi mentionné que ce sont des expériences, si vous voulez, qui prennent beaucoup de temps. Certains ont bien mentionné que réviser suivant l'approche classique, ça prend moins de temps. Par contre, réviser ou réaliser un tel projet, ça prend beaucoup plus de temps. D'accord? Donc ça, c'est presque la majorité des étudiants dans les différentes expériences sont d'accord sur ce concept. Donc certains vont même jusqu'à, enfin le nombre est vraiment très limité, vont même jusqu'à dire non, je veux l'approche classique. Ça, c'est à la fin, d'accord? Donc, la majorité préfère continuer. Ils ont estimé qu'ils maîtrisaient mieux les différents chapitres qu'avec la méthode classique de révision. Ils ont apprécié aussi la proposition de créer un jeu pour être évalué. D'accord? Ça, c'est le premier, si vous voulez, test. Le second aussi, on a proposé un questionnaire aux étudiants qui ont créé des EDD. Et là, on a aussi posé d'autres questions. Alors, on s'est intéressé aussi à leur connaissance de Scratch. Alors, je peux vous dire que aussi bien dans les autres expériences que dans cette expérience, rares sont ceux qui connaissent Scratch, que ça soit les informaticiens ou les non-informaticiens. Alors, les informaticiens, eux, ils s'estiment au-dessus de Scratch. Et d'ailleurs, dans certaines expériences, là où il y a essentiellement des informaticiens, ils ont demandé à ce que l'environnement soit beaucoup plus performant. Ils ont demandé à ce que le travail soit via Unity, ce qui nécessite des compétences vraiment bien poussées, ce qui n'est pas du tout l'objectif de ces expériences. Alors, et aussi, donc, il y a eu un apport supplémentaire, à savoir la vulgarisation de Scratch au niveau de ces différentes communautés. Il y a aussi, via cet objectif de créer des jeux ciblés sur l'ODD, la majorité des étudiants, vous voyez ici, surtout les gestionnaires, ne connaissaient pas Scratch. Alors, et même ceux qui connaissaient Scratch, à savoir les ingénieurs, parce que les ingénieurs pardon, Scratch, je voulais dire ODD, les ODD. Donc, les ingénieurs de l'école d'ingénieurs, plusieurs d'entre eux ont été déjà initiés à Scratch, aux objectifs de développement durable. Donc, même eux, ils encouragent l'initiation aux ODD via les jeux. Et là, c'est-à-dire émanant de tels profils d'apprenants, c'est assez encourageant, c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà les ODD et qu'ils ont bien apprécié cela via cette approche de création de jeux par eux-mêmes. Alors, donc, il mentionne qu'il y a eu vraiment un renforcement des connaissances, d'accord. Ici, je mentionne que plusieurs d'entre eux ne connaissaient pas les ODD, d'accord, essentiellement les gestionnaires et non les ingénieurs. Et dans la majorité, ils sont pour continuer de telles expériences de création de jeux par eux-mêmes, que ça soit pour maîtriser le contenu du cours ou aussi, si vous voulez, pour dans une approche d'innovation dans l'évaluation. Alors là, c'était des résultats. Comment dirais-je, des retours d'expérience des apprenants. Maintenant, pour l'enseignant, alors le retour des expériences, c'est que certains problèmes précédemment mentionnés sont vraiment presque anéantis, à savoir corriger les copies n'est plus vraiment frustrant parce que chaque jeu, il est unique. D'accord? Et chaque jeu, on va dire qu'on a même du kiff à corriger ces jeux parce que ça nous permet aussi de découvrir
des artistes parmi nos apprenants, des dons aussi, et comment est-ce qu'ils abordent les différentes problématiques mentionnées, d'accord? Même si il est nécessaire de mentionner que côté enseignant, cela prend du temps. Hein. Ce n'est pas la même chose que corriger des copies classiques. Alors, je vais juste, j'espère que je n'ai pas dépassé le timing, je vais juste donc conclure par mentionner, alors, des recommandations et des perspectives. Alors, les recommandations, utiliser le jeu, la création de jeux par les apprenants, il faut l'avouer, ça ne s'adapte pas à tous les modules. Alors, ça peut s'adapter, mais ça s'adapte difficilement à tous les modules. Il y a des modules dans lesquels il est, on va dire, plus ou moins facile de créer des jeux par les apprenants. Et il me semble que ce sont essentiellement des modules où il y a une transmission ou une description de concepts. Par exemple, quand on fait une initiation au big data, d'accord, il n'y a pas des détails comme dans un cours de programmation ou dans un cours de mathématiques, d'accord. Donc, c'est toujours possible aussi d'adapter des jeux, d'accord, mais c'est une autre approche, il me semble. Il faut aussi, d'une façon générale, quand on s'attaque à de telles expériences, il faut résister. Alors, résister à la réticence des étudiants. Donc, c'était pas du tout évident avec certains profils d'étudiants. J'ai vraiment dû forcer, d'accord, parce qu'ils voulaient vraiment une évaluation classique sur papier. J'ai dû, on va dire, utiliser un peu de tyrannie pour dire non, ça sera comme ça. Mais justement, parmi les questions que j'ai posées, bon, je ne les ai pas toutes mentionnées, mais il y avait des questions au début. Quelle était votre réaction? D'accord? Et à la fin de l'expérience, quelle était votre réaction? Alors, il n'y a qu'un petit pourcentage, je pense que dans une des expériences, il y avait 3 ou 4% des étudiants qui restent quand même réticents et qui désirent quand même un examen ou une évaluation sur papier. Mais la majorité des étudiants approuvent cette approche. Alors, il y a des contraintes, donc il faut résister face aux étudiants. Il faut aussi résister face aux contraintes administratives. Je vais dire, par exemple, dans mon cours avec les écoles d'ingénieurs, bon, si vous voulez, au début, c'était ça l'évaluation du module, mais après, quand même, bon, j'ai négocié. Bon, ils ont voulu vraiment imposer un examen sur table parce qu'ils devaient avoir en quelque sorte une preuve qui justifie la note donnée. D'accord? Bon, j'ai résisté, mais bon. Bref, il faut toujours résister, il faut continuer. Alors, je continue, comme je l'ai mentionné ici, j'innove toujours dans les évaluations. J'ai introduit l'évaluation par le théâtre, en demandant aux étudiants de présenter le cours sous forme de pièces de théâtre. J'ai aussi, dans ce dernier semestre, demandé aux étudiants de présenter quelques chapitres du cours via les bandes dessinées. J'ai réalisé, ça fait 2 ou 3 ans, les podcasts, mais honnêtement, je l'ai fait une fois, je ne le répéterai pas. Et on continue donc à innover pour s'adapter au profil, comme j'ai dit tout à l'heure, des apprenants et aussi aux innovations. Alors récemment, j'ai aussi utilisé ChatGPT pour demander aux étudiants de générer pour un même chapitre, 2 supports de cours, un support de cours qu'ils génèrent par ChatGPT et un autre support de cours qu'ils génèrent par eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est globalement ça. Si vous voulez, l'évaluation, on essaie toujours de la changer et de l'innover. Voilà, je vous remercie. Vous avez ici une liste de références et voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le timing alloué. Et je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Je sais pas si il y a un partage, comme ça, on pourrait voir en fait à l'écran. Comment? J'entends mal.
Si vous voulez arrêter le partage, on pourrait vous voir à l'écran, en fait. D'accord, ok. Parfait. Donc, oui, Loïc, tu avais une question? Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation très éclairante sur ce qui se fait. Merci beaucoup pour la présentation éclairante sur ce qui se fait ailleurs. Je voulais amener une question concernant les ancrages théoriques en design, en fait. Je me demandais si, en plus des outils techniques, vous entendez bien? Kusiko-sama, allez-y, maintenant je vous entends, ça va, ok? Est-ce que le micro est... Ah, c'est vraiment le... OK, pardon. Donc, je me demandais si en plus des outils techniques, donc vous parliez de quelques cours de Scratch et tout ça, vous donniez, vous invitiez à prendre connaissance sur le design de jeu et la didactique par le design, ces aspects-là. Sinon aussi, j'aurais aimé vous entendre sur la contradiction entre votre première définition du jeu et le serious game, étant donné que le jeu est supposément, disons, l'espace en dehors de la partie strictement professionnelle, disons, et il y a quand même un aspect très systémique à la démotivation observée. Personnellement, j'observe de plus en plus de personnes qui veulent le papier, plutôt que vraiment apprendre les compétences. Et donc, à ce niveau-là, vous essayez, je vois bien, de responsabiliser l'apprentissage, mais en même temps, du coup, je me demandais si votre cours ne se détachait pas de ses objectifs à ce niveau-là. Est-ce que vous avez songé à faire des partenariats avec des personnes qui possèdent des compétences en design, en scénarisation, en art, tout ça? Je me demandais de quoi ça a l'air en Tunisie à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup pour la présentation. D'accord, merci. En fait, pour le design, en fait, j'ai mentionné un certain nombre de cours et c'est du cas par cas. J'ai un cours, un module que j'enseigne au niveau du Master Innovation et du Master Enterprise System Engineering. Le module s'intitule Business Games. Et donc, dans ce module, justement, j'aborde les principes de conception d'un jeu, à savoir, si vous voulez, tout ce qui est approche ergonomique, tout ce qui est incitation, quand on conçoit le jeu, tout ce qui est l'aspect ludique, etc. Là, vraiment, j'insiste sur ces éléments, d'accord? Et même dans la notation, je mentionne, je donne les critères de notation de chaque jeu, ces aspects, l'aspect fan, l'aspect, si vous voulez, récompense, l'aspect, si vous voulez, respect des différentes contraintes ou des approches de création d'un jeu, là, ils sont pris en compte. Par contre, dans le module qui est enseigné aux gestionnaires et aux mêmes informaticiens, on va dire, dans le module, par exemple, TIC et logiciel métier ou le module Introduction to Data Science, là, vraiment, je leur présente quelques exemples de jeux sans pour autant insister ou sans pour autant réserver des séances à ces approches parce que il y a un timing, il y a un nombre de séances, donc je dis quelques mots, mais c'est pas vraiment mon objectif principal. D'accord, donc vraiment, j'ai oublié de mentionner, merci, que suivant le profil et suivant le contexte, les critères d'évaluation du jeu changent plus ou moins, d'accord. Alors maintenant pour la définition, bon, je n'ai pas très bien entendu, mais je pense que vous voulez que je reprenne les deux premières définitions. La première définition, enfin, ou la deuxième, je reprends la deuxième, celle d'Alvarez, dans laquelle il mentionne qu'un serious game, c'est une application informatique dont l'objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux, tels l'enseignement, l'apprentissage, la communication, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo. Reprendre, nous sommes familières avec les serious games, c'était pour vous entendre sur le paradoxe, en fait, des serious games, sur la contradiction inhérente entre le fait de rendre sérieux une activité ludique dédiée au loisir. Pardon, j'ai pas très bien entendu.
C'était pour vous demander d'approfondir sur le paradoxe inhérent au serious game, donc sur le fait, oui, voilà, merci. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça, en fait, donc dans ces jeux sérieux, c'est à la fois du sérieux et du jeu, en quelque sorte. D'accord? Donc, c'est cet oxymore, on va dire, qui est présenté dans ces approches. Et justement, c'est pour cela que je les ai introduits dans mes évaluations, c'est pour encourager les étudiants à avoir un aspect fun et un aspect sérieux à la fois. D'accord? Maintenant, la dernière question, vous avez parlé de compétences, c'est-à-dire, est-ce que vous oui, ben, je me demandais, vu que vous soulignez que justement, dans vos cours, vous n'avez pas le temps forcément d'aborder et de développer des compétences sur le design, les scénarisations, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des partenariats envisagés avec des écoles qui, j'imagine, développent ces compétences? Oui, en fait, il faut se mettre dans le contexte. Mon objectif, c'est de initier aux Serious Games et de les amener à créer des jeux. D'accord? C'est vrai que si j'allais m'investir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les approches de design, de conception, d'ergonomie, etc., liées au jeu, ça sera en dehors des objectifs des modules que j'enseigne, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres institutions en Tunisie qui enseignent, qui ont des enseignements dédiés à la création des jeux d'une façon générale. Et là, c'est là où on enseigne aussi Unity et tous les environnements pro de création de jeux. Mais là, c'est pas vraiment mon objectif. Même si j'ai mentionné tout à l'heure que, avec les expériences des étudiants, des informaticiens, certains d'entre eux ont demandé à ce que je demande ou j'utilise un environnement un peu plus perfectionné, Unity ou d'autres. J'ai dit non, c'est pas l'objectif. Et je veux que ça soit que l'investissement soit sur le contenu ou la matière beaucoup plus que sur les compétences artistiques, on va dire. Merci beaucoup. Merci. C'est ça? Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui, on a le temps. 2 questions. Okay. Simon, puis ça après. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Merci pour votre présentation. Puis justement, je m'intéresse aussi quand même à surtout la transférabilité des enseignements en jeu dans un contexte non-jeu. Fait que justement, c'était vraiment intéressant de voir que dans les questionnaires que vous faites passer aux étudiants, la majorité d'entre eux disent se sentir plus en contrôle de la matière ou avoir une meilleure maîtrise de la matière. Mais est-ce que vous l'observez aussi? C'est-à-dire, est-ce que vous remarquez que les notes ont monté objectivement? Est-ce que vous remarquez qu'il y a eu moins d'absentéisme dans ces classes-là? Donc, vos mesures objectives d'absentéisme puis de performance, est-ce qu'elles ont changé par rapport à l'intégration de ces activités-là? Alors, je n'ai pas fait vraiment de test pour mesurer cela concrètement, d'accord? Mais ce que j'ai constaté, c'est que j'ai fait dans certains modules, j'ai 2 tests à faire, d'accord? Alors, il y a eu un groupe, c'est un groupe de master que je n'ai pas mentionné ici, pour lesquels j'ai proposé une autre approche d'évaluation. Et il y a l'approche via le théâtre. Et les étudiants, ils ont demandé, non, on désire continuer les jeux. Et puis, d'une année à une autre, vous savez, les étudiants, ils communiquent entre eux. Donc, il y a eu une promotion où dès le début de l'année, on m'a dit, madame, on va faire les jeux, c'est ça? Alors, je lui ai dit, OK, vous allez être évalué via les jeux. Alors, maintenant, en ce qui concerne la présence des étudiants, à vrai dire, il n'y a pas eu un changement vraiment gigantesque, d'accord. Les notes, oui, il y a une petite amélioration, d'accord. Il y a une amélioration côté notes, mais vraiment élémentaire. Mais côté présence, pas vraiment, malheureusement. Mais les résultats du questionnaire montrent que bon, ils ont approuvé cela, d'accord. Mais bon.
ça se limite. Vous savez, cette tendance d'absentéisme, je ne sais pas si vous l'avez, vous aussi, mais ces dernières années, c'est une tendance, il me semble, qui se généralise. Aussi bien dans nos institutions, aussi bien dans mes enseignements que dans les différents départements et différentes spécialités. D'accord? Mais bon, ce que j'ai retenu comme expérience, enfin comme commentaire, d'accord, c'est que bon, ils ont approuvé malgré le fait que c'est beaucoup plus prenant. Donc c'est là ce que je peux dire, mais plus vraiment, bon, c'est vrai que c'est à se demander, est-ce que je suis arrivée à mes objectifs de départ. En fait, je suis arrivée à 2 ou 3 objectifs. Les Romains, par exemple, ils maîtrisent un peu plus le contenu. Le corriger n'est plus vraiment frustrant, n'est plus vraiment, au contraire, c'est du kiff. Et j'ai oublié de mentionner en fait que cette année, comme le cours de Business Gains, je le donne aux étudiants de l'ISG, de mon institut, et aux ingénieurs. Dès le départ, j'ai annoncé qu'il va y avoir une sorte de challenge, enfin un pseudo-challenge. Les 2 premiers de chaque formation, on va leur offrir des cadeaux. Et j'ai contacté une entreprise qui a bien voulu justement offrir des electronic watch à ses étudiants, ce qui les a un petit peu motivés. Et ça, c'était annoncé aussi, pas vraiment dès le début, mais on va dire au milieu du semestre, d'accord? Bon, c'est un facteur de motivation. On a fait même une petite réception pour les étudiants. Alors, bien sûr, le feedback, c'est toujours même en face-to-face, hein, les étudiants encouragent à ce que je continue cette expérience. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de chiffres rigoureux pour dire. Non, c'est ça, c'était pas tellement rigoureux, mais c'était effectivement la question que je me posais un peu. C'est ça, on parle de transférabilité, puis c'est ça que je vois aussi des fois un peu que l'activité peut avoir du bien qui est bien reçu, mais pas nécessairement changer les métriques. Fait qu'à partir de là, comme vous le dites, que ce soit du théâtre, que ce soit du podcast, que ce soit des jeux, c'est juste, qu'est-ce qui motive les étudiants? La réponse, c'est, tout sauf l'enseignement magistral, en fait. Là. Je pense que c'est beaucoup ça la réponse à laquelle on arrive dans les dernières années. Là. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Oui, dernière question. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je joue un peu l'avocate du diable. Dans le sens que je suis enseignante aussi, puis de mon côté, j'essaie aussi d'innover en amenant des activités pédagogiques, ludiques, puis quelque chose que j'ai observé personnellement, puis je serais intéressée à avoir votre opinion, c'est que souvent, quand on essaie des nouvelles activités, exemple, intégration de jeux de société, création d'affiches ludiques ou autres, un premier réflexe va être le stress, l'anxiété même de performance face à la nouveauté. Puis je voulais savoir de votre côté comment, si vous avez observé ça, comment vous avez prévenu peut-être ça, puis comment vous intervenez par rapport à ça. De voir l'anxiété augmenter face à « faut que je fasse quelque chose de nouveau, j'ai jamais fait ça avant, c'est un examen, on est habitué », mais créer un jeu, c'est plein d'incertitudes. Oui. Merci pour la question. Justement, c'est pour cela que j'ai mentionné à la fin résister. Résiste, vous voyez, vous connaissez la chanson, etc. C'est résister, vraiment. L'année d'avant, alors, c'était pas avec les jeux, mais c'était avec la pièce de théâtre. Les jeux aussi, il y a une certaine résistance, mais comme ils ont appris à travers les différentes formations, promotions, donc, mais il y a 2 ou 3 ans, il y avait une promotion d'informaticiens auquel j'ai dit, voilà, vous allez être évalués via la création de pièces de théâtre. D'accord? Alors, ils étaient opposés à l'amphi, hein. Et puis, ils ont demandé un rendez-vous pour me dire, non, on s'oppose, on veut un test classique, non, on veut pas de ça. Alors, c'est pour cela que j'ai utilisé la tyrannie, on va dire, je leur ai dit, ok, je vous ai entendu, c'est bien, mais quand même, on va faire cela, d'accord? Donc, à la fin, c'est vrai que le nombre de ceux qui, dans le cadre de pièces de théâtre, le nombre de ceux qui sont devenus pour, il n'est pas aussi énorme. Le pourcentage, je vais dire
C'était à peu près 70% qui étaient contre. Et à la fin, ils sont devenus, ceux qui sont contre, ils sont devenus, allez, je vais dire 30%, voilà, d'accord. Par contre, dans les pièces, dans les jeux, alors là, c'est rien à voir. Quand ils ont essayé, yani, once you test it, ils sont émerveillés. D'accord, donc ça marche. C'est pour cela que j'ai dit, allez, on continue, même si c'est contraignant là pour l'enseignant. D'accord, c'est plus de temps, c'est plus exigeant. Mais j'ai parlé des bandes dessinées. Récemment, je viens de tester les bandes dessinées. Alors là, c'est fantastique. D'accord, j'ai trouvé des chefs-d'œuvre réalisés par les étudiants. D'accord. Donc c'est vraiment à encourager, on va dire. Si vous avez le courage d'investir encore plus dans le temps de la correction, hein, parce que c'est vraiment prenant. Il n'y a pas de contrepartie, d'accord. Le seul gain, c'est le kiff, on va dire. Merci beaucoup. Je retiens de résister. Okay, merci beaucoup, Étienne. Puis on peut encore. Merci. Merci pour cette opportunité d'échange. Oui, merci à vous de vous joindre de Tunis. Donc, décalage horaire et tout.